Salut à tous, Autotechno est de retour pour cette deuxième semaine du Mondial de l'automobile. On va parler bien sûr de toutes les évolutions qui vont impacter l'usage de votre voiture. Au programme aujourd'hui, une carte unique pour payer les bornes de recharge pour véhicules électriques, une boîte auto à 8 rapports, un débat sur la voiture à hydrogène. Nous recevrons également une start-up sur l'autopartage et bien sûr, en fin d'émission, notre traditionnelle Minute Verte. C'est parti pour 50 minutes d'innovation. Toujours fidèle au poste en ce début de semaine, Cindy Lavru du CCFA, bonjour. Bonjour. La revue de presse techno avec quelle news au programme ce matin? Alors, 3 news à retenir ce matin. On a tout d'abord Toyota, BMW et Allianz qui s'associent dans le partage de données. Ensuite, la Deutsche Post qui a développé et fabriqué elle-même ses fourgons électriques. Et enfin, le groupe PSA qui met la transformation numérique au cœur de son ingénierie. On commence donc par le partage des données. Oui, alors donc Toyota, BMW et Allianz vont utiliser sous licence des technologies d'une start-up qui s'appelle Naoto. Cette société est installée dans la Silicon Valley et en fait elle utilise des caméras et des systèmes d'intelligence artificielle pour comprendre le comportement de conduite. Et donc elle a annoncé que BMW et Toyota allaient utiliser ces technologies dans leurs véhicules d'essai et ensuite retraiter les données obtenues, anonymement bien sûr, sur le comportement de conduite, des intersections dangereuses ou des choses comme ça, pour le développement de leur propre véhicule autonome. Alors, la Poste allemande fait ses propres voitures électriques. Voilà, donc la Deutsche Post a conçu et assemblé elle-même ses propres fourgons de livraison électrique qui s'appellent Street Scooter. Donc au départ, c'est juste pour remplacer une partie de sa flotte de fourgons Volkswagen. Mais la Deutsche Post a annoncé qu'elle pourrait peut-être à l'avenir vendre ensuite ces fourgons électriques à d'autres entreprises. Donc en premier lieu, il y aura 5000 fourgons qui seront fabriqués par an et la Deutsche Post a déjà une flotte de 1000 street scooters. Et Volkswagen n'a pas vraiment été ravi, puisque le patron de Volkswagen a déclaré... C'est la Postgate en fait, c'est un nouveau scandale. Voilà, il a déclaré qu'il ne décollérait pas et qu'il ne comprenait pas pourquoi la Deutsche Post n'avait pas contacté la division utilitaire de Volkswagen. Bon, et on termine donc par PSA qui convertit son ingénierie au numérique. Voilà, donc le groupe PSA a annoncé qu'il allait désormais développer tous ses nouveaux programmes sur la plateforme 3D Experience de Dassault Systèmes, qu'il utilise déjà depuis 2012. Donc cette plateforme permet le partage de données et de propriétés intellectuelles partout dans le monde pour tous les participants à un même projet. D'ici 6 mois, le groupe PSA devrait avoir 8000 collaborateurs qui devraient travailler sur cette plateforme. Et à terme, la plateforme 3D Experience devrait lui permettre une économie de 100 millions d'euros par an. Merci Cindy et à demain. Un À demain. suivre, un pass qui facilite la recharge des véhicules électriques. La question du jour, comment accéder facilement aux bornes de recharge et refaire le plein de son véhicule électrique? Des bornes, on en trouve, mais encore faut-il avoir la bonne carte pour pouvoir l'utiliser. Heureusement, il existe des solutions et on en parle avec Claude Muller, directeur général d'EasyTrip. Bonjour. Bonjour Laurent. Vous étiez avant chez Nissan, vous vous occupez d'ailleurs de véhicules électriques. Alors on va parler d'abord du Kiwi Pass. C'est cela. Donc la carte Kiwi Pass que vous voyez ici est une solution d'accès unique et de paiement aux bornes de recharge pour véhicules électriques. Elle est déployée aujourd'hui dans un certain nombre de réseaux qui est grandissant et nous accompagnons la croissance du marché du véhicule électrique pour apporter un véritable service à l'ensemble de nos clients, qu'ils soient constructeurs automobiles, mais aussi utilisateurs de véhicules électriques, mais aussi les opérateurs de recharge. Alors c'est une carte qui est rechargeable, donc en fait j'ai un crédit dessus et quand il est épuisé, je peux à nouveau l'approvisionner. Exactement, la carte est relativement simple, il suffit de se la procurer sur Il y a des images qui tournent à l'écran. sur le juste site derrière web, kiwipass.fr ou easytrip.fr. Vous la recevez à la maison et ensuite vous la créditez et c'est un système de prépaiement, de micro-paiement qui est sécurisé pour l'ensemble de nos clients. Alors ce qui est important, c'est que qu'on aille chez dans une grande surface ou un autre commerce qui dispose de bornes, on a la garantie en général qu'on va pouvoir y accéder. Absolument. L'objectif pour nous chez EasyTrip, c'est de favoriser le développement du véhicule électrique et ce qu'on appelle en jargon l'interopérabilité, c'est-à-dire de pouvoir passer d'un réseau A à un réseau B avec la même carte. Et ça, c'est très important. Une seule carte valable partout en France. Et donc une seule facture.
et donc une seule facture. Combien de bornes sont accessibles grâce à ce type de carte? Aujourd'hui, nous opérons le premier réseau de recharge rapide avec des partenaires comme Auchan, Ikea, les stations essence BP ou Esso. Et nous avons à peu près 500 bornes aujourd'hui rapides, très importants, qui permettent de recharger en moins de 30 minutes son véhicule de disponibles. Et nous œuvrons pour avoir d'ici la fin de l'année à peu près 4000 points de charge déjà équipés et compatibles avec notre solution. Et des constructeurs donc utilisent également ce pass, sauf qu'ils changent de nom évidemment. Oui, alors pour les constructeurs, nous apportons un service clé en main qui permet en marque blanche de proposer à leurs clients leur propre service avec nous derrière. Et ça apporte vraiment une valeur ajoutée à la fois pour le constructeur mais aussi pour le client. À noter que avec une seule carte, on permet aussi aux opérateurs de bornes de recharge d'avoir du retour sur investissement sur leur investissement d'infrastructure. C'est-à-dire que l'ensemble de nos clients sont portés par les constructeurs et ces clients-là vont sur une borne de recharge se recharger et lorsque la recharge est payante, eh bien l'opérateur ça lui permet d'avoir un retour sur investissement fort. Alors, chez EasyTrip, donc il y a cette carte pour les bornes de recharge, mais pas que, puisqu'il y a également le télépéage et d'autres solutions à l'étude pour justement faciliter la vie de l'automobiliste. Absolument. La raison d'être d'EasyTrip, c'est de proposer un ensemble de bouquets de services à la mobilité routière. Et dans notre portfolio de produits, nous proposons du télépéage, en effet, donc le fameux badge qui vous permet de passer le péage dans les voies à 30 km/h sans s'arrêter et de payer en toute facilité. Alors j'imagine que le mondial est l'occasion pour vous de nouer des partenariats, de voir vos clients. Oui, c'est une grande fête tout d'abord, mais c'est aussi la profession qui se rassemble. Et c'est toujours une belle opportunité pour créer des affaires. Et nous annonçons un certain nombre de partenariats avec de nouveaux constructeurs, comme Kia, Hyundai, qui nous ont fait confiance pour développer la carte de mobilité électrique en France. En tout cas, ça répond à une préoccupation du consommateur, c'est que ce soit en fait simple et vraiment sans difficulté pour payer ou pour utiliser un service. Absolument. Le client final, il a besoin de pouvoir recharger sa voiture aussi facilement chez lui ou en copropriété ou à l'extérieur. Et ça, nous lui apportons un véritable service d'aide à la mobilité. Voilà. Claude Muller, merci. On enchaîne avec une nouvelle boîte auto à 8 rapports. Et pour parler de l'innovation du jour, je reçois Xavier Domenech Cabot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef des relations publiques à Kia Motors France, Xavier. Alors, la marque coréenne que vous représentez présente une innovation qu'on trouve généralement sur des marques premium, il faut bien le dire. C'est une boîte automatique à 8 vitesses, c'est pas si commun. Non, tout à fait. Alors effectivement, nous sommes Kia Motors, constructeurs généralistes. Nous proposons des solutions de mobilité, qu'il s'agisse des véhicules. Nous avons 13 modèles dans la gamme. Et puis vous étiez plus connu pour la garantie 7 ans. Voilà, exactement. Mais donc dans les solutions de mobilité, nous proposons des véhicules de la petite sedan au grand SUV, mais également des transmissions, des boîtes automatiques, des boîtes à double embrayage. Et effectivement, cette boîte automatique 8 rapports est une innovation chez nous, est une nouveauté qui arrivera sur le marché en 2017. Alors on va découvrir en animation vidéo cette fameuse boîte. Elle a été faite en interne chez Kia. Oui, effectivement. Comme nous sommes un grand groupe international, nous sommes le 5e groupe mondial. Nous avons 10 000 ingénieurs dans notre centre de recherche et développement coréen. Nous avons aussi un centre en Allemagne. Et effectivement, nous avons mis 4 ans pour développer la boîte automatique que vous voyez derrière vous, qui répond à 3 critères principaux. Une efficacité mécanique, également une grande souplesse d'utilisation et surtout une efficience, puisque le but est bien sûr de consommer le moins de carburant possible et d'émettre le moins de CO2 possible. Alors la voiture qui va en bénéficier d'abord, elle s'appelle la Cadenza. Oui, c'est un véhicule que nous n'avons pas sur le marché européen, mais qui est effectivement commercialisé sur les marchés à la fois asiatiques et américains. Cette boîte sera proposée sur d'autres véhicules de la gamme, mais encore une fois, l'objectif de notre entreprise, c'est de véritablement profiter de ces innovations technologiques pour les appliquer à nos différents modèles. Alors justement, on peut imaginer que sur la gamme européenne, ça va arriver forcément d'ici peut-être quelques mois ou quelques années sur un modèle. Alors, nous lançons déjà en 2017. Après, effectivement, la boîte sera... Mais peut-être pas encore le détail, c'est ça? Voilà, je ne peux pas tout vous livrer aujourd'hui, en tout cas.
Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que Kia, effectivement, a une ambition assez forte pour faire des voitures propres. Il y a eu d'ailleurs de la part de à la fois Hyundai et Kia des annonces qui ont été faites récemment. Oui, tout à fait. Donc nous faisons partie du même groupe, nous bénéficions du même centre de recherche et développement avec des directions différentes. Néanmoins, pour la marque Kia, aujourd'hui, nous proposons une véritable gamme Ecotech avec un véhicule électrique, un véhicule hybride qui est un crossover, le Niro, qui est présenté donc en première française ici au Mondial, et également un véhicule hybride rechargeable qui est une berline qui s'appelle l'Optima et qui était présenté également au Mondial en première française. Alors je le disais au début de cette séquence, c'est vrai qu'on avait l'image de Kia, constructeur qui fait des produits abordables. Vous êtes en train de changer de dimension actuellement. Nous souhaitons rester constructeur généraliste, mais proposer le plus haut niveau de qualité. C'est vraiment notre ADN, notre volonté, proposer de la qualité, du design, et effectivement, ça se traduit notamment pour la qualité, comme vous l'avez dit, par notre garantie inédite, 7 ans Kia. Alors on est en train d'entamer la deuxième semaine de ce mondial de l'automobile. Comment ça se passe pour vous? Je serais tenté de demander. Eh bien, nous sommes dans le hall 3. Nous invitons d'ailleurs les téléspectateurs à nous rejoindre et à voir nos nouveautés. Écoutez, nous sommes satisfaits de pouvoir présenter au public nos nouveautés, dont en première mondiale, notre nouvelle citadine Rio, qui a été révélée et qui est proposée au public. Un mot peut-être sur les ambitions, les projets de la gamme pour les quelques années à venir. Eh bien écoutez, c'était déjà cette année une très belle année en termes de développement produit, également sportif, puisque nous étions sponsors de l'Euro 2016. 2017, vous allez voir de nombreuses nouvelles surprises, notamment cette nouvelle Rio qui sera commercialisée, également la nouvelle Picanto, et 2 autres produits, mais dont je ne peux pas vous parler aujourd'hui. Par rapport à Hyundai, comment ça se passe? Parce que Kia est donc la marque sœur de ce géant coréen. Par rapport aux innovations, vous répartissez un petit peu les différents concepts? Alors oui, en fonction des innovations, parfois c'est notre marque jumelle, effectivement, Hyundai, qui propose une technologie, et d'un autre côté, Kia. Donc il y a une vraie répartition. Ce qui est important, c'est que nous développions tous les deux, et avec nos particularités. Et donc le réseau, comment il accueille justement toutes ces évolutions technologiques? Parce qu'actuellement, on voit bien que l'automobile est en train de changer, il y a de plus en plus d'électrification, il y a beaucoup d'innovations qui arrivent, et pas seulement au niveau des moteurs, parce qu'il y a aussi tout ce qui aide à la conduite, et c'est en train d'arriver de façon massive. Oui, complètement. Nous allons aussi dans cette direction, des nouvelles technologies. Notre réseau accueille bien entendu, toutes ces nouveautés, puisque aujourd'hui, même si nous sommes 14e constructeur sur le marché français, nous progressons bien, et les clients viennent de plus en plus franchir la porte de nos concessions. Donc c'est positif. Xavier Domenech-Cabot, merci. On se retrouve dans un instant pour parler de la voiture à hydrogène. Vous le savez, cette année, le mondial de l'auto est électrique. On peut voir plusieurs modèles à batterie sur les stands, mais en cherchant bien, il y a aussi la pile à combustible, une technologie que certains présentent comme celle de l'avenir. Le débat techno du jour porte donc sur la voiture à hydrogène. On en parle avec Valérie Bouillon-Delporte, en charge de l'hydrogène chez Michelin. Bonjour. Bonjour. C'est toujours bien de voir des femmes sur des plateaux de télévision. Pour Engie, Jean-Paul Reich, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique. On rappelle que Engie, c'est ex-GDF Suez, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Et nous avons également Pierre-Yves Lebert, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable vente et marketing pour Symbio FCell. Alors, Symbio FCell, c'est un peu le petit poussé de l'hydrogène. C'est une PME. On parlera tout à l'heure de ce que vous faites, mais en un mot, donc, c'est un prolongateur d'autonomie aujourd'hui pour utilitaires électriques. Alors, on va découvrir ensemble quelques images, car il y a un stand aujourd'hui de la FIPAC, qui est donc l'Association française pour l'hydrogène. Alors, c'est l'occasion pour la filière française de se montrer auprès du grand public. Alors certes, c'est une présence assez discrète, et donc sur le stand de l'Aver France qui fait la promotion de la voiture électrique, et y compris donc de l'hydrogène, car il faut le dire et on va bien sûr l'expliquer, c'est une autre forme de mobilité électrique. Alors d'abord peut-être un premier tour de table. Pierre-Yves, est-ce que c'est important d'être sur un événement comme le Mondial de l'Auto et de montrer cette technologie de l'avenir ?
Alors tout à fait. D'abord, il y a une première chose qui est de rencontrer le public, parce que c'est des technos qui sont nouvelles. Nous, on fait découvrir au public avec un outil qui est la Kangoo Z2, sur lequel on a mis un prolongateur d'autonomie. Et puis, quelque part, c'est un objet très banal, parce qu'on en voit plein les rues. Donc, c'est déjà une première rencontre. La Kangoo, oui, certes. Une Kangoo hydrogène, c'est déjà un peu plus rare quand même. C'est déjà un petit peu plus rare, on y travaille, mais c'est vrai que la voiture en elle-même, c'est pas une voiture de l'espace, quelque part. C'est quelque chose de très commun. Et là, on lui donne beaucoup plus d'autonomie. Donc ça nous permet de rencontrer déjà beaucoup de monde et puis de socialiser auprès du public. Alors même question pour Valérie. Donc Michelin, bien sûr, est un actionnaire de Symbio FCell, on détaillera tout à l'heure, mais pour vous Michelin, c'est important de montrer que l'hydrogène est là parce que c'est une technologie en laquelle vous croyez. Oui, tout à fait. Michelin, notre logo le dit mieux que tout, pour une meilleure mobilité. Et nous considérons à ce titre que l'hydrogène est une composante essentielle de cette mobilité que nous voulons durable. Pour rappel, Michelin, c'est l'inventeur du radial, c'est l'inventeur du pneu vert, qui fait moins de CO2 dès 1992. Donc dans cette logique, il était intéressant de s'intéresser aux véhicules électriques, qu'ils soient à batterie ou à hydrogène, et d'où notre intérêt dans la start-up Symbio FCell. Alors c'est intéressant qu'un gazier, même si quand on parle de Engie, c'est beaucoup plus que ça, c'est un acteur de l'énergie. Oui. C'est important que des acteurs comme ça témoignent également de leur engagement par rapport à cette nouvelle forme de mobilité. Alors effectivement, Engie, je ne vais pas présenter Engie, on intervient aussi bien dans le domaine de l'électricité, du gaz naturel, maintenant de l'hydrogène et des services à l'énergie. À ce titre, d'ailleurs, on a rejoint Symbio FCell, Michelin au capital de Symbio FCell il y a quelques semaines, donc qui témoigne de l'engagement d'Engie dans l'hydrogène. Et bon, c'est pas un scoop, mais je peux dire que notre CEO, Isabelle Cocher, à partir du début de l'année prochaine, roulera dans un véhicule à pile à combustible hydrogène qui sera une Mirai de Toyota. Et pour nous, en gros, le véhicule à hydrogène, à pile à combustible, c'est une nouvelle frontière de la mobilité électrique. Parce que finalement, les limites de la mobilité électrique à batterie, c'est l'autonomie et surtout le temps de recharge. Avec le véhicule on donne quelques chiffres justement. Absolument. Écoutez, un véhicule à hydrogène, c'est globalement la même autonomie qu'un véhicule à essence ou diesel, c'est un peu plus de 700 km d'autonomie, et c'est toujours le plein en 5 minutes, avec toutes les qualités environnementales d'un véhicule électrique. Alors que pour un véhicule électrique, ça peut prendre plusieurs heures ou une demi-heure si c'est bande rapide. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'autonomie des véhicules électriques à batterie croît, mais malheureusement, le temps de recharge croît avec la quantité d'énergie embarquée. Donc ça peut prendre, sur des recharges rapides, 20 à 40 minutes, jusqu'à 36 heures à la maison pour une marque américaine bien connue. Alors, on a un petit peu de temps pour justement expliquer ce qu'est la voiture à hydrogène et peut-être dédramatiser, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur ce type de voiture. Alors, sur le fait d'abord, comment ça fonctionne, Pierre-Yves Lebert, donc on parle d'une pile à combustible, et Jean-Paul Reich pourra compléter au besoin. Comment ça marche concrètement ? Alors c'est assez simple. Nous déjà on produit de l'électricité pour faire... En roulant. En roulant, voilà. On produit de l'électricité en roulant pour faire avancer la voiture. Donc le principe est très simple. On va mettre de l'hydrogène, on le mélange avec de l'air et on fabrique de l'électricité et de l'eau. C'est le contraire en fait d'une électrolyse que tout le monde a pu faire à l'école, où on met de l'électricité dans de l'eau et puis il y a des petites bulles qui sortent. Ces petites bulles étant de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc là en fait concrètement, on a l'hydrogène gazeux qui est transformé en courant électrique. Tout à fait, tout à fait. Et on produit alors en plus de la chaleur qu'on va réutiliser en fait l'hiver pour chauffer la cabine, ce qui va économiser d'autant la batterie et donc rallonger l'autonomie. Et quand on suit la voiture, on voit quelques petites gouttelettes d'eau qui suintent. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui la technologie est maîtrisée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. C'est oh là là, voiture à hydrogène, ça va exploser. Alors ce qu'on peut dire, c'est que la pile à combustible elle-même, qui est le cœur de la technologie, est largement maîtrisée dans la mobilité, mais également dans les applications stationnaires. Si on prend le cas par exemple du Japon, il y a plus de 200 000 systèmes à pile à combustible installés pour la production d'électricité et de chaleur dans l'habitat. Et puis maintenant, on la voit dans les véhicules. En fait, ce n'est pas une technologie récente, elle a été mise au point dans les années 60 pour le programme Apollo par la NASA. Et la pile à combustible date de 1839, si je me souviens bien. Ça se discute ? Ouais, non, c'est absolument exact, mais là on était vraiment aux prémices. Donc j'avais les bonnes fiches. Alors on va parler un petit peu de Toyota, parce que si parmi les constructeurs il y en a un qui porte vraiment cette technologie, c'est évidemment ce grand constructeur japonais. Alors Toyota en fait il présente 2 véhicules en fait sur son stand cette année. Alors il y a la Mirai qu'on voit ici, qui est donc évidemment le premier véhicule de série.
Et puis il y a aussi ce concept FCV+, qui préfigure peut-être un futur véhicule plus abordable. Alors, Toyota, c'est vrai que c'est un constructeur, Valérie Bouillon-Delporte, qui fait avancer la filière parce qu'il s'engage et puis en plus, il suscite la construction de stations à hydrogène et ça, c'est très important. Oui, alors Toyota reproduit un petit peu ce qu'ils ont fait sur l'hybride. Ils ont fait le pari fou il y a quand même un certain nombre d'années. Et personne ne les croyait à l'époque. Et personne ne les croyait. La réalité montre qu'ils ont eu bien raison. Et quelque part, ils sont en train de reproduire ce même pari avec l'hydrogène. Alors, ils n'ont pas été les premiers forcément à sortir des véhicules hydrogène pour le grand public, puisque c'est Hyundai dès 2013 qui a commercialisé ses premières iX35. Mais ils le font maintenant. En convertissant un modèle existant. Alors que donc, la Mirai est une architecture et une plateforme conçue pour être un véhicule électrique à hydrogène. Et Toyota a investi énormément d'argent, mais est allé même un petit peu plus loin, puisqu'il a ouvert l'ensemble de ses brevets aux autres constructeurs automobiles. Et il y en a près de 6000, je crois, au total. 5006, à peu près. Donc, ils sont donc mis à la disposition des autres constructeurs qui n'auraient pas forcément accès à cette technologie. Et on voit bien toute la volonté de Toyota de faire du véhicule électrique à hydrogène un véritable standard. Pierre-Yves Lebert, vous, c'est un Kangoo Z2 de Renault que vous transformez. Une locomotive comme Toyota, ça vous aide pour justement faire avancer la technologie ? Alors tout à fait. D'abord, c'est un nom qui est beaucoup plus connu que le nôtre. Pour l'instant. Pour l'instant. Mais donc c'est une forme quand même de reconnaissance. Ça nous aide beaucoup. Alors déjà parce qu'on n'est pas concurrent. Nous, on est plutôt sur le segment des véhicules utilitaires. Donc le premier étant la Kangoo et on en a d'autres en préparation. Et puis effectivement, c'est quelqu'un qui va aussi développer la supply chain. C'est-à-dire que c'est plus facile quand on s'appelle Toyota de demander à un constructeur de réservoir d'en faire des milliers en série que lorsque on est Sanmyo. Et donc nous, on bénéficie en fait de cette supply chain automobile et on peut sourcer sur les mêmes fournisseurs que Toyota, ce qui nous aide à faire baisser les coûts, à améliorer nos produits, etc. Alors j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt que la responsable de Engie va rouler en Mirai l'année prochaine, si j'ai bien suivi. Mais il y a déjà une Mirai qui circule en France, en fait. Elle a été commandée par Air Liquide, qui est un acteur important pour la filière aussi, naturellement. Et Air Liquide, c'est pareil, Valérie, il joue un rôle moteur dans cette filière. Alors, Air Liquide a été un des premiers à se positionner sur la mobilité hydrogène. Et aujourd'hui, Air Liquide soutient les intérêts de certaines sociétés, notamment une société que les Parisiens connaissent. Et, oui. Et on va montrer d'ailleurs des photos de ces taxis à hydrogène, voilà, un taxi de couleur bleue. Et le service s'appelle Hype. Tout à fait, et avec une station de recharge hydrogène en plein cœur de Paris, Pont de l'Alma. Donc auprès de cette station, tous ces taxis vont se ravitailler régulièrement et comme le disait Jean-Paul, font le plein de 3 à 5 minutes, ce qui leur permet de rouler toute la journée en hydrogène sans émettre de CO2 ni de NOx, ce qui est fort appréciable. Alors Jean-Paul Reich, s'il y a une station en plein cœur de Paris quand même, c'est que au niveau sécurité, c'est que ça fonctionne plutôt bien. Alors, effectivement, alors, il y en a une première qui a été effectivement installée par Air Liquide Pont de l'Alma. C'était pour la COP21. Pour la COP21, absolument. Mais d'autres vont arriver, puisqu'il y a eu actuellement un appel à projet qui a été lancé par l'État qui s'appelle Territoire Hydrogène. Et aujourd'hui, on peut dire qu'un grand succès dans les nombres de réponses de cet appel à territoire et de nombreux projets comportent des stations. Nous-mêmes, nous avons déposé un projet qui, nous l'espérons, sera labellisé et on envisage la création d'une station-service, par exemple, à côté du Stade de France, en plein cœur de ce que pourrait être le système JO 2024 à Paris. On reviendra de toute façon plus en détail tout à l'heure sur la distribution. J'aimerais qu'on s'intéresse un peu plus à présent à Symbio FCEL, puisque donc votre voiture est présente sur le mondial, sur le fameux stand de l'AVER et de la FIPAC. Alors voilà donc cette voiture, un Kangoo en apparence banal, ici très très bien décoré d'ailleurs, il faut bien le dire, donc qui fonctionne à la fois à l'électrique et l'hydrogène. Alors, l'actualité, c'est que vous avez battu un record du monde. C'était juste avant le salon. On va en dire un mot quand même.
Alors, tout à fait. Alors, c'est un record du monde en Kangoo électrique en conduite continue. Rien que ça déjà, un record du monde en Kangoo électrique, je suis sûr que personne n'y a pensé avant. Alors, il est unique parce que déjà, c'est en Kangoo électrique, hein, c'est clair. Donc, c'est en conduite continue en conditions réelles. Ce qui est très important, en fait, ce sont les conditions. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie qui a été faite, entre autres, la nuit, avec les phares, avec le chauffage. Et plus de 10 heures d'affilée, c'est ça? Alors 10h36 d'affilée, le masseur est encore sur la conductrice, parce que c'était quand même un petit peu long. Mais effectivement, c'était un vrai record qui a été battu, alors là du coup à la fois avec de l'hydrogène et de l'électrique, hein, parce que nous on est en hybridation. Et c'est assez symptomatique de ce qu'on peut faire en termes de VU pour des chauffeurs-livreurs. C'est-à-dire qu'effectivement, là c'est vraiment Le chiffre du record quand même. Alors c'est 367 km. La moyenne est à 35 km/h, soit un petit peu au-dessus quand même de ce qu'on peut faire sur Paris. Et c'est des cycles mix, en gros, un petit peu de national, de la ville, et puis surtout de la nuit. Parce que là, la nuit, on consomme plus d'énergie, notamment du chauffage et notamment des phares. Alors ce qu'il faut dire, c'est que donc, le Kangoo électrique, vous doublez son autonomie grâce à la pile à combustible. Alors on a même un petit peu plus, on en donne un petit peu plus parce qu'on a des impacts positifs sur le fonctionnement de la batterie. Voilà. C'est quelque chose qu'on a découvert notamment lors de ce type de record. C'est-à-dire que la batterie donne un petit peu plus d'énergie que si le véhicule était uniquement en batterie. Donc l'hydrogène bonifie en plus les véhicules électriques. Oui, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais oui, il y a une bonne complémentarité entre les deux systèmes énergétiques, batterie et puis la combustible. Alors je me souviens, dans les précédents mondiales, vous étiez déjà présent, Symbio FCL, avec ce même Kangoo. Alors, on était présent en 2012, où là, on l'a lancé, je dirais, c'était plutôt un proto. J'ai même un petit flacon qui date de l'époque, parce qu'il y avait de l'eau de pile à combustible que j'avais récupéré. Alors ça, c'était ce qui sortait du pot d'échappement. Dont on avait fait des petits flacons à l'époque. Il ne faut pas la boire, bien que ça serait possible. Mais c'est possible. Il vaut mieux ajouter un petit peu de thé. Les trop purs. Les trop purs. Et depuis 2012, en fait, on est passé à l'industrialisation, notamment avec l'aide de Michelin. Qui nous a aidé à comprendre ce qui était industrialisé et répliqué de manière avec une qualité parfaite, toujours la même chose, qu'on ne savait pas nécessairement faire. Et aujourd'hui, on a à peu près 120 véhicules qui roulent en France, ce qui est quand même plus que ce qui tourne. Une bonne partie d'ailleurs dans la région Rhône-Alpes. Hein. Alors, il y a beaucoup de véhicules qui sont en région Rhône-Alpes, mais on a commencé à disséminer. On a Dunkerque, Sarreguemines, Rodez, Albi, Paris, avec la mairie de Paris d'ailleurs. Et aujourd'hui, on est le premier pays en nombre de véhicules avec de l'hydrogène en Europe. Donc on est parti de très très loin, mais en fait, on a quand même rattrapé. Encore un nouveau record. Alors ce qui m'intéresse de savoir, c'est pourquoi est-ce que Michelin donc, a décidé d'apporter son soutien en fait, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a un incubateur de start-up et vous couvez en quelque sorte Symbio FCL. Tout à fait. Alors en fait, c'est une conjonction de deux éléments. La première, on est tombé un petit peu sur la pile à combustible de façon fortuite. On a des ingénieurs, on aime bien que nos chercheurs recherchent dans la mobilité durable sans leur donner trop de contraintes. Et ils sont arrivés sur un certain nombre d'innovations, dont la pile à combustible. Et puis vous avez un laboratoire en Suisse. On a un laboratoire en Suisse pour, je dirais, travailler un petit peu en toute tranquillité sur ces technologies. Parce que les Suisses, ils sont discrets, c'est ça ? Ils sont discrets, mais ils savent aussi bien travailler avec notre centre de recherche de Clermont-Ferrand. Là, il n'y a aucun souci. Donc, en tout cas, les ingénieurs se sont dit, tiens, la pile à combustible, il y a un potentiel. Voilà, tout à fait. Et surtout, vu l'électrification, vu les chaînes de traction électrique, ils se sont dit, mais comment finalement avoir une chaîne de traction électrique vertueuse de bout en bout ? Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, notre CEO, Jean-Dominique Sénard, a souhaité accélérer l'innovation chez Michelin. Michelin a une tradition depuis 120 ans d'innovation. Je le citais, le pneu vert, le pneu radial. Mais on souhaitait aller plus loin. Et s'ouvrir aussi à d'autres acteurs. Tout à fait. Et desserrer les contraintes. Et aujourd'hui, vous ne pouvez plus travailler correctement si vous ne travaillez pas avec votre écosystème. Et dans l'écosystème, ce ne sont pas que les grands groupes, ce ne sont pas que les associations, ce sont aussi tout ce maillage de PME, de start-up qui quelque part sont agiles, remettent en question, je dirais, les fondamentaux et vont amener des nouveaux business models, des nouveaux modèles économiques sur le marché. Et donc, dès 2013, Michelin a créé un département start-up et le premier dossier qui est arrivé, je dirais, au sein de ce département, c'était la levée de fonds que faisait Symbio FCL pour aller vers l'industrialisation donc de leur Kangoo.
Alors donc Engie s'est joint depuis peu, donc effectivement à Symbio. Qu'est-ce qui a présidé à ce choix finalement? Écoutez, c'est assez simple, c'est qu'aujourd'hui on ne peut plus imaginer un système en ne pensant qu'à travers son métier. Alors bien sûr, Engie, son métier c'est plutôt la production d'hydrogène, la distribution, les infrastructures. Néanmoins, pas de véhicule sans station, pas de station sans véhicule. L'éternel problème de la poule et l'œuf. Absolument, et il faut penser système. Aujourd'hui, c'est ce qui nous a d'ailleurs incité à finalement penser cette synergie système en rejoignant Michelin dans le capital de Symbio FCL, participer finalement à la construction de cet écosystème, puisque on voit bien que le marché, les problèmes à résoudre sont à l'interface entre l'offre de véhicules et l'offre de stations. Donc c'est ce qui nous a amené, nous, à nous engager aux côtés de Michelin dans Symbio FCL. Alors, autre écosystème, parce qu'il y a eu un accord récemment entre Engie et La Poste, et donc justement La Poste a des véhicules propres, dont d'ailleurs quelques véhicules à hydrogène aussi. Écoutez, effectivement, il y a eu un accord alors, qui touche la mobilité entre guillemets verte, à l'intérieur duquel il y a un volet absolument hydrogène. Et là, on va toucher effectivement la question de la productivité des véhicules professionnels, puisque on ne peut pas simplement regarder le coût du véhicule, l'équipement, mais également toutes les conséquences qu'a l'utilisation d'un véhicule en matière d'autonomie, de productivité. Et alors, vous évoquez La Poste, nous, on a aussi une de nos filiales qui est en train de regarder ça de manière intensive. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, avec un véhicule diesel, difficile de stationner à proximité de ses clients. Pas très bien vu à Paris. Pas très bien vu. Quelquefois, comme c'est un peu difficile de marcher lentement, c'est le petit PV pour stationnement où il ne fallait pas. C'est aussi des gens qui portent une caisse sur un peu plus de longue distance. C'est des maladies professionnelles. Et donc, on a intérêt à regarder et on a besoin d'autonomie. Si vous voulez parler de productivité, on avait une discussion très intéressante avec une grosse flotte de taxis parisienne. On comparait électricité et hydrogène. Ils ont maintenant un retour d'expérience des véhicules taxis électriques à batterie. Et ils constataient qu'un véhicule électrique à batterie, compte tenu des contraintes de recharge, c'est 2 courses perdues par jour. Très bien. Alors, ce que j'aimerais qu'on discute maintenant, c'est le contexte en France. Parce que, bon, on sait que les constructeurs français, pour l'instant, ne sont pas très chauds sur la pile à combustible. Et que peut-on dire du soutien ou pas des pouvoirs publics? C'est une question qui est un petit peu pour tout le monde. Pierre-Yves? Alors, nous, côté véhicule, on ne peut pas trop se plaindre parce qu'on fait... Non, mais Symbio FCL fait aussi partie quand même d'un consortium on fait partie de Mobilité Hydrogène France. Mobilité Hydrogène France. Alors, effectivement, il y a 2 choses. Déjà, les constructeurs, ils nous laissent quand même installer, entre autres Renault. Oui, Renault, ils vous disent rien par rapport à ça. Et on a quelque part... Ils commencent même à en parler d'ailleurs. Ils commencent même à en parler. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, on a un vrai support en termes de contexte. Voilà. Et puis également, on fait partie de H2 Mobilité France et de certains autres programmes, dont un spécifique sur la Normandie qui s'appelle EasyMob, qui est un programme de 15 stations et qui préfigure ce que pourraient être les appels à projets territoire et toute la mouvance française. Où on peut espérer qu'on aura quelques dizaines de stations assez rapidement et rattraper des pays comme l'Allemagne ou la Californie. Avec le département de la Manche qui est très moteur, notamment. Tout à fait. Tout à fait. Alors, Valérie, sur le pouvoir public français. Il y a plein de choses à dire sur les pouvoirs publics français. Bon, aujourd'hui, ils commencent à s'intéresser au sujet de l'hydrogène. Pierre-Yves mentionnait l'appel à projet territoire avec près de 100 projets déposés, ce qui est quand même très très bien. Mais je dirais cet intérêt est encore un peu modeste. Les acteurs de la filière n'ont pas attendu, je dirais, les pouvoirs publics français pour se mobiliser. Donc, ils se sont regroupés au sein du consortium Mobilité Hydrogène France pour établir la feuille de route du déploiement des véhicules et des stations. Donc, c'est vraiment cette simultanéité du déploiement des infrastructures et des stations qui est importante pour arriver en France avec une centaine de stations d'ici quelques années. Donc à peu près... 2018, c'est ce qu'on annonce. 2018-2020, donc tout dépendra un petit peu des incentives. Et des élections peut-être. Et des élections également. Et puis pour avoir aussi un appui complémentaire des pouvoirs publics français avec un appel à projet, cette fois-ci dédié à la mobilité. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, nous avons la chance quand même en Europe d'avoir un organisme, donc Hydrogène Europe et le FCHJU, donc une action combinée portée par la Commission européenne pour promouvoir et financer les premiers déploiements de ces nouvelles mobilités. Donc le programme en Normandie aujourd'hui bénéficie de soutien européen, mais comme tout programme européen, il est toujours mieux de pouvoir l'appuyer sur des éléments solides qui permettent de déployer tout au moins au départ ces premières mobilités du véhicule à hydrogène.
Jean-Paul Reich, vous étiez aux États-Unis là récemment, notamment en Californie, qu'on présente souvent comme étant un État un peu moteur, hein. Alors, qu'en est-il là-bas? Alors effectivement, se tenait la semaine dernière le California Hydrogen and Fuel Cell Summit à Sacramento, en Californie. Alors, si on fait un retour, on aimerait avoir effectivement en Europe, en France, un discours avec la même affirmation, le même degré d'engagement. Mais quand on regarde les résultats, on se dit que finalement, on n'est pas tellement en retard qu'on peut encore rattraper. Parce qu'aujourd'hui, la Californie, c'est 22 stations-service. C'est 3 en construction, enfin prêtes à démarrer, et c'est 19 planifiées. Alors, on est un petit peu en retard, mais c'est un retard qui peut être rattrapé extrêmement rapidement. Par contre, ce qu'on note, c'est effectivement un discours très fort des autorités locales en faveur de la mobilité verte, et en particulier la mobilité hydrogène. Et en plus, ils ont eu Schwarzenegger qui a quand même pesé de tout son poids, et c'est rien de le dire, en faveur de l'hydrogène. Absolument. Effectivement, bon, mais là, on ne va pas faire le débrief de ce sommet, mais à la fois les bureaux du sénateur, tous sont venus porter un discours extrêmement fort en faveur du développement de l'hydrogène. Rapidement, oui, parce qu'il ne reste que quelques minutes. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu à un moment quand même une espèce de blocage culturel en France autour de l'hydrogène? Difficile à dire, blocage culturel, je pense pas, surtout mes connaissances, manque d'éducation sur les véhicules à combustible, sur l'hydrogène, avec toujours la tradition du Hindenburg, c'est dangereux, etc. etc. Je pense pas qu'il y a un blocage. On Aujourd'hui, pense encore aux dirigeables pour justement donc, oui, alors nous, justifier ces craintes. Alors nous, on a répondu, on a vendu des voitures aux pompiers à la fois de la Manche et de Nantes, d'ailleurs, aux 10-44. Les pompiers de Saint-Lô, effectivement, roulent en Kangoo. Ouais, ils roulent en Kangoo, d'ailleurs, on a une vidéo sur le stand de la FIPAC à Vert. Donc ça, c'est notre bonne réponse qui dit, bon, ben là, au niveau sécurité, maintenant, on est prêt. Mais je pense que, pour revenir à la question, c'est surtout une méconnaissance des technos hydrogènes, beaucoup plus qu'aujourd'hui un refus de cet obstacle. Puis avant, on parlait de débat, enfin, c'était électrique ou hydrogène. En fait, c'est « et ». Voilà, c'est ce que j'allais dire, Laurent. C'est une très bonne chose que les médias appuient un petit peu cette démarche éducative. Le véhicule à hydrogène est un véhicule électrique au même titre que le véhicule électrique à batterie. Et les deux technologies sont complémentaires. Alors bientôt des stations Engie dans la rue? Bien écoutez, bientôt, plus qu'on en a déjà ouvert une première à Lyon, sur le port Édouard Herriot, dans le cadre d'un projet Highway. D'ailleurs, c'était un projet qui a inclus la création d'une station-service ouverte au public à Grenoble par Air Liquide. Et nous, Engie, avons ouvert une station équivalente sur le port Édouard Herriot à Lyon. Donc c'était la première en France. On espère que de nombreux autres vont suivre. Alors au Stade de France, ça serait vachement sympa que les Bleus arrivent en bus à hydrogène un jour pour faire un match de foot. Alors peut-être que Pierre-Yves peut parler des bus. Oui, est-ce que vous n'êtes pas que sur les Kangoo, c'est alors ça? on n'est pas que sur les Kangoo. Déjà, on regarde effectivement les bus. L'autre projet qui pourrait effectivement émerger, alors là c'est plutôt le salon pas des mers mais nautique, c'est les navettes en fait qui arriveraient à cet endroit-là, parce qu'on est en train de discuter avec Engie, qui seraient des navettes fluviales là du coup qui relieraient de Paris. Donc on a beaucoup d'autres domaines d'application. Voilà, puis actualité, je précise que Symbio FCL participera à un e-rallye de Monte-Carlo, des véhicules électriques, ça va partir du 12, donc très prochainement, mercredi. Merci à tous pour ce débat. À suivre dans un instant, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert ce matin, c'est avec Philippe Orvin, le président de Nomadic Solutions. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Alors Nomadic, j'ai pensé un moment l'inviter pour la start-up du jour, mais au bout de 13 ans, je pense que c'est plus tout à fait une start-up. Oui, c'est plus une start-up. Voilà, donc Philippe qui connaît très bien les flottes. On a parlé beaucoup bien sûr des voitures particulières pendant le salon. Alors, dans le domaine des flottes, il se passe quand même pas mal de choses en ce moment. Oui, le domaine des flottes, c'est un domaine qui est extrêmement intéressant à aborder parce que ça représente déjà un nombre considérable de véhicules et des véhicules qui sont bien souvent complètement dépourvus d'ADAS parce que quand on visite... Alors les ADAS sont les aides à la conduite. Oui, les aides à la conduite. Quand on visite le salon, on voit sur les voitures de luxe un tas de choses, des volants qui vibrent, des avertissements de toute nature, de l'ESP et tout ça. Mais René qui fait sa tournée, lui en général, il voilà. n'a pas grand-chose. Il fait 2000 km par semaine et il n'a rien du tout dans sa voiture. Et donc, une des actions, une des
des priorités, à mon avis, c'est de mettre des ADAS de seconde monte, puisque la rentabilité économique étant un impératif pour les entreprises, il est intéressant, à mon sens, de pouvoir penser à des outils qui fonctionnent sur tout ce que tout le monde a aujourd'hui, c'est-à-dire un smartphone. Et donc avec un smartphone, on peut effectivement extrapoler sur la façon dont conduit justement ce professionnel. Alors historiquement, Nomadic a fait un produit qui s'appelle EcoJazer, qu'on a vendu à plusieurs milliers d'exemplaires, et donc qui est un produit d'aide à l'éco-conduite. Mais seulement, le petit truc rigolo, c'est qu'on peut être un très bon éco-conducteur et un conducteur dangereux. Parce qu'on freine trop fort? Non, justement, l'éco-conduite, c'est garder l'inertie du véhicule pour consommer le moins possible de carburant. Oui, ça, mais s'il y a un stop qui arrive, eh ben, si on glisse, on peut avoir un accident. Et donc, on fait partie du groupement ADAS de Moveo, là, et dans ce groupement, il y a une société qui s'appelle Nexiad, qui a fait un produit qui s'appelle SafetyNex, qui fait de l'analyse d'horizon électronique. Donc, sans caméra, pour l'instant, enfin, ils font aussi des choses de caméra, mais nous, on ne l'a pas intégré dans le smartphone pour des raisons de temps de calcul. Mais on fait donc de l'analyse prévisionnelle sur la courbure des virages, sur l'arrivée des passages piétons, les intersections, etc. Et donc ça veut dire que c'est un outil en fait abordable que des flottes donc d'entreprises pourraient s'offrir. Et c'est exactement le sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les accidents de VLU, de VUL ou véhicules légers utilitaires, voilà, utilitaires légers en français. Donc ces véhicules-là sont ceux qui sont les plus souvent accidentés gravement, avec des victimes à l'intérieur qui sont les plus touchées, parce que justement, une Kangoo, ça a mis 10 ans à avoir le SP en option. Hein, donc, c'est un peu les parents pauvres, vous voulez dire, de l'automobile. Mais bien sûr, c'est exactement ça, c'est les parents pauvres, parce qu'il y a toujours cet aspect de rentabilité économique lors de la location d'un véhicule, parce que les 3/4 les 9/10 des véhicules de flotte sont des véhicules en location. Alors, ce qu'on peut quand même dire, et c'est un peu l'une des surprises de ce salon, c'est qu'il y a des solutions de plus en plus pour connecter les véhicules d'entreprise. Je pense aux utilitaires. Nissan, notamment, a fait des annonces en ce sens. Tout à fait. Hein. Donc, la connexion entre les véhicules, c'est pas récent, hein, puisque nous, on fait ça. Non, mais les constructeurs le font de plus en plus, exactement. Donc, c'est pour ça aussi que c'est un relais de croissance pour nous d'aller vers d'autres marchés que celui de la connexion des véhicules et la gestion de flotte embedded, l'AVL qu'on connaît depuis les années 2005, depuis l'avènement du GPRS. Donc ça fait partie aussi des voies de diversification, puisque quand tous les véhicules seront équipés en sortie de chaîne, il est évident qu'on aura un petit peu moins de marché en termes d'équipement de seconde monte pour les boîtiers de géoloc. Alors pour des petites sociétés comme vous, justement, donc il y a des partenariats qui restent encore possibles? Mais bien entendu, tout est possible dans la vie, il suffit de s'en donner les moyens. Et je pense que quand on est dans le spectre du développement durable aujourd'hui, il y a forcément énormément de potentialités pour des petites entreprises, même toutes petites comme nous. Philippe Orvin, merci. À suivre, une start-up dans l'autopartage. Et la start-up du jour, c'est Coolycar. Nous recevons Frédéric Lorenz. Bonjour. Vous êtes directrice du marketing. Alors, on rappelle en 2 mots que Coolycar propose la location entre particuliers. C'est ça. Donc, le principe de Coolycar, c'est de mettre en relation des propriétaires et des locataires. Donc, des propriétaires qui souhaitent louer leur véhicule et se faire un petit peu de revenus à la fin du mois. Et des locataires qui ont besoin d'un véhicule pour 1 heure, plusieurs jours, en fonction de leurs besoins. Alors, on découvre derrière vous, justement, donc, le service en vidéo. Alors, la bonne nouvelle pour vous, c'est que PSA est désormais à vos côtés. C'est ça, PSA effectivement a investi en début d'année, en avril, aux côtés de la Maïf. Donc on a levé 18 millions d'euros au total. Donc c'est une belle somme en fait qui nous permet de vraiment pouvoir accélérer en fait au niveau de l'activité. Alors ce qui est sympathique, c'est que PSA a organisé des Mobility Days donc juste avant le mondial, et donc il a montré les startups en lesquelles il croit. Et vous étiez présente. C'est ça, effectivement, PSA a investi dans la mobilité partagée avec d'autres startups. Et l'avantage, effectivement, d'être aux côtés de PSA, c'est se faire connaître, puisqu'effectivement, au niveau des Mobility Days, ça nous a permis d'être en contact avec des journalistes, de parler en fait du service. Ça nous a permis aussi d'investir, puisqu'en fait, on a des campagnes de publicité en télé depuis le mois de mai de cette année. Et puis, ça nous permet aussi d'accéder à leur base de données clients pour leur proposer effectivement de mettre leur véhicule en autopartage. Voilà, on peut imaginer qu'il puisse y avoir des opérations ponctuelles avec le soutien de Peugeot, Citroën, DS. C'est ça. Alors,
des opérations ponctuelles au niveau notoriété, recrutement de clients, locataires et propriétaires, mais il y a aussi un gros travail d'innovation que nous sommes en train de mener avec eux sur effectivement comment connecter les voitures, puisqu'aujourd'hui effectivement on installe une technologie dans les véhicules qui permettent en fait de pouvoir faciliter la location. Donc cette technologie, ça permet de calculer le nombre de kilomètres, de calculer le temps de location, de géolocaliser le véhicule et aussi d'ouvrir les portes. Donc ça simplifie effectivement cette location et le fait de pouvoir travailler avec PSA là-dessus, ça nous permet de pouvoir directement en fait connecter le véhicule et de ne plus avoir à installer ce boîtier, dont d'autres innovations sur lesquelles nous sommes en train de travailler ensemble. Bien sûr. Alors, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des sociétés qui s'internationalisent. On pense notamment à Drivey, qui est en train de suivre le sillage de Blablacar. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, est d'actualité, de conquérir d'autres marchés? Oui, bien sûr. En fait, on n'a pas créé Coolycar pour être uniquement en France. Et l'idée, c'est effectivement d'avoir une plateforme internationale, aussi bien en Europe que sur le continent nord-américain. Aujourd'hui, en fait, c'est un marché qui est vraiment en création. Donc, on apprend tous les jours. On a beaucoup travaillé avec des bêta-testeurs au tout début. Et ce qui était Coolycar il y a quelques années a vraiment changé en fonction des usages qu'on a pu voir et des besoins des clients. Donc, on apprend petit à petit. On y va doucement. Donc, l'idée, effectivement, c'est de bien s'implanter au niveau du territoire français. Et puis ensuite, effectivement, à terme, conquérir d'autres marchés. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une reconnaissance vraiment des startups et de la mobilité partagée surtout, parce que ici au Mondial, on a Blablacar qui a un stand, et puis on voit que les startups qui accompagnent les constructeurs sont vraiment mises en avant. On ne va pas dire que vous êtes les stars du salon, mais en tout cas, vous êtes beaucoup plus visibles qu'avant. Non, c'est vrai qu'en fait, il y a quelques années, on ne connaissait pas. Enfin, quand Stéphane Savouré a eu l'idée en fait de monter la société, c'était il y a une dizaine d'années. Le fait de pouvoir partager des véhicules, c'était quelque chose qui était complètement impossible. Et de la même manière, quand on a fait la tournée des assureurs pour pouvoir trouver un assureur qui acceptait de nous assurer, ils nous ont presque tous rionné en disant que c'était une idée un petit peu farfelue, sauf la Maïf qui s'est dit que c'était une bonne idée et qui avait déjà travaillé là-dessus. Donc voilà, à l'époque, c'était une idée complètement farfelue. Là, ça commence à être connu. Et puis, on attend que ça rentre vraiment dans les mœurs et les usages, puisque c'est encore quelque chose. Nous, on est dans la partie, donc le covoiturage a mis du temps à se faire connaître. Maintenant, Blablacar, c'est devenu un réflexe. L'autopartage n'y est pas encore, donc il y a encore beaucoup de travail de pédagogie, et effectivement des constructeurs, de nous, mais aussi des pouvoirs publics pour pouvoir permettre d'avoir moins de véhicules dans les rues et de consommer plus durablement. Une petite question, parce que maintenant ces revenus sont fiscalisés, donc les revenus issus de la mobilité partagée. Est-ce que ça peut être un frein ? Ça peut être un frein, effectivement, parce que si vous gagnez un petit peu d'argent, le but, c'est pas de se faire un revenu, c'est vraiment de partager en fait le coût d'un véhicule. Ça vaut entre 4 000 et 6 000 euros par an. Donc effectivement, ça permet d'aider en fait les propriétaires à partager les frais de leur véhicule qui sont très chers. Si en plus on les fiscalise, ils vont presque plus rien gagner au final, voire limite perdre de l'argent. Donc nous, on est effectivement en train de travailler avec les autres acteurs de l'autopartage et de la location. On a mis en place un collectif pour pouvoir expliquer au gouvernement notre activité qui est bien spécifique et le fait que ce ne soit pas des revenus mais plutôt un partage de coûts. Non, puis ça serait bien que le gouvernement utilise des voitures partagées aussi finalement. Oui, on leur en parle. On a typiquement la mairie de Beauvais qui partage ses véhicules. Enfin voilà, il y a des collectivités. Il y en a qui montrent l'exemple. Voilà, qui montrent l'exemple. Merci Frédéric Lorenz. On termine avec la dernière rubrique de cette émission. Et la Minute Verte est consacrée ce matin à la Porsche Panamera hybride rechargeable. Son nom exact est 4E hybride. Une voiture de sport donc à 4 roues motrices, comme son nom l'indique. Cette Porsche est une hybride rechargeable. Elle associe un moteur électrique au moteur thermique V6 biturbo pour développer en cumulé 462 chevaux. Mais surtout, la Panamera peut rouler pendant 50 km en mode purement électrique et elle atteint 140 km/h en pointe en mode zéro émission. C'est une vraie sportive qui accélère de 0 à 100 km/h en seulement 4 secondes 6. La Panamera 4E hybride utilise des technologies déjà éprouvées sur la 918 de Speeder, la supercar hybride de Porsche, ce qui garantit une puissance disponible immédiatement. On note par ailleurs la présence d'une boîte à double embrayage et à 8 rapports. Autre info à retenir, c'est une Porsche qui démarre systématiquement en mode électrique. Il existe un bouton pour sauvegarder l'autonomie de la batterie si on veut être sûr, par exemple, de rouler en ville en mode zéro émission à l'arrivée. Une belle vitrine technologique proposée tout de même à partir de 110 000 €. C'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour parler de l'habitacle du futur. On parlera notamment du siège en forme de toile d'araignée de Lexus et de celui connecté de Forestia. Le plein d'innovation, c'est avec Autotechno, évidemment. Salut à tous.